Mm. Ben, du coup, parfait. Parfaite transition. On part sur la partie 2 du coup. Ta philosophie du coaching, voilà, de par tes expériences, évidemment, de par tes compétences. Quelle est voilà, quelle est ta philosophie du coaching? Et on va échanger à ce sujet ensemble, tous les deux, sur cette partie-là. Ok. Alors, bon, pour moi, ma philosophie du coaching, déjà, elle vient aussi de la kiné. C'est que, Mm. du coup, comme je te dis, c'est ce qui m'inspire presque le plus. C'est de ne pas créer de dépendance. Souvent, les athlètes, ils ont, par rapport à leur physio surtout, et je vois que c'est aussi, parfois aussi en lien avec leur entraîneur, c'est un peu la Mm. même manière de fonctionner. C'est Ouais. beaucoup de dépendance. On ne réfléchit pas, tu me soignes ma blessure, mais on ne réfléchit pas trop à la cause et tout. Et du coup, parfois, les coachs et les prépas physiques, on rentre un peu là-dedans, Mm. malgré nous, où on vient apporter beaucoup d'informations sans que l'athlète interagisse avec nous. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça peut se faire vraiment au plus jeune âge. Sur le fond, si on pousse l'athlète à interagir avec nous, à se poser des Mm. questions, à comprendre pourquoi on fait ça, ça à tel moment, l'athlète, il devient tout de suite acteur. Ouais, Et ouais. ça c'est vraiment ma philosophie profonde et qu'on peut retrouver un peu avec les tennisman au plus haut niveau. Quand on voit les Aliassime, les Tsitsipas, maintenant, ils sont vraiment seuls, très jeunes. Ouais. Donc, pour moi, ça n'a pas de corrélation avec l'âge. Et vraiment maître de leur projet. Et c'est sûr qu'ils interagissent beaucoup avec leur coach, beaucoup avec leur préparateur physique. Et ça vient vraiment des discussions ensemble. Ils sont pas… Ouais. c'est pas eux les outils de l'entraîneur, c'est plutôt l'inverse. Ils se servent de leur entraîneur, de leur prépa physique, de leur physio certainement, comme des outils pour eux progresser tout au long de leur carrière, bien qu'ils soient, je sais pas, 10e mondial. Mm. Mm. Même les numéros 1, ils se servent de ces Oui. outils pour progresser encore. Donc, C'est bien. D'ailleurs, j'invite à ceux qui ne l'ont pas vu à écouter l'interview, je la remettrai là en lien, l'interview de Frédéric Fontaine, l'entraîneur de Félix, voilà, et qui parle très justement aussi de ça, tu vois, qui dit qu'il est vraiment dans l'échange, dans le partage. Là, ils ont fait venir dans l'équipe, entre guillemets, ou en tout cas en conseil, en consulting, Tony Nadal, tu vois, et c'est extraordinaire, tu vois, d'aller se nourrir, d'aller échanger, mais il en parle très bien, Fred. Il dit, c'est le projet de Félix, quoi. Tu vois, ouais. c'est le Et projet de c'est Félix. bien l'avantage du tennis. C'est Mm. que pour moi, pourquoi je me suis passionné autant pour ce sport et que le foot m'a peut-être moins touché, voilà, c'est Mm. que c'est vraiment un sport où la progression, elle est infinie. Ouais, Donc, ouais. si vraiment tu prends ton projet, la progression, elle est infinie parce que tu as toujours des petites étapes à mettre, des choses où ton développement perso va venir travailler Mm. sur le mental, l'apprentissage de la charge de ton corps, elle se fait pas du jour au lendemain. Mm. Et donc, du coup, c'est même un sport où c'est impossible de calquer la manière de s'entraîner de quelqu'un. Tu Mm. peux te dire, lui, il s'entraîne comme ça marche. Mm. Si tu Ouais. fais exactement la même chose, pour toi, ça ne marchera pas. Mm. Et ça c'est du coup très difficile et ça s'apprend. Et il faut avoir vraiment cette logique de progression long terme pour pouvoir progresser. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. On a peut-être tendance, et évidemment, c'est plus facile de se dire, ah, ben, je vois qu'aujourd'hui, mon joueur, techniquement, en coup droit, il y a des choses à travailler. OK, mais dans quel but? Tu vois? Et à chaque fois, c'est arriver à prendre une opération, voilà, juste un petit changement dans son ensemble. C'est dans quel but? Tu vois? Pourquoi je fais ça? Et justement, de donner du sens, encore une fois, comme tu dis, finalement, Ouais. donner du sens à l'élève, mais à soi-même aussi, au finalement, de se dire à l'enseignant, moi, je veux que mon joueur, il en soit là et qu'il développe petit à petit vers cet objectif-là. Mais pour nous, en fait, finalement, c'est beaucoup plus facile après pour travailler parce que du coup, tu sais où tu vas, quoi. Hein. Tu sais où tu vas et surtout, tu conserves ton joueur. Ouais, Le ouais. joueur, il devient vraiment le pro du tennis, c'est ton joueur, entre guillemets. Et toi, tu as plein d'outils. Donc, moi, j'adore quand mes joueurs ils viennent me poser des questions, qu'ils viennent chercher, Ouais, du coup, avec cette casquette de kiné. C'est vrai ouais, que j'ai été en contact de pas mal de joueurs pros sur, par exemple, les challengers à Quimper, ouais. même des plus jeunes sur le Team Essonne, par exemple. Et c'est vrai qu'on les voit, les profils de joueurs qui sont intéressés, qui viennent chercher des infos, où tu leur les questionnes sur quelque chose et simplement ils viennent te chercher, ils viennent gratter un peu pourquoi tu as voulu dire ça et tout. Et d'autres, pas du tout, ils sont dans leur truc, ils attendent quelque chose d'hyper Ouais, ouais. stéréotypé et voilà. Et du coup, ça te donne
des profils de joueurs différents. Tu as ceux Ouais. qui vont gratter toujours la meilleure info, peu importe leurs circonstances de tournoi, et tu as ceux qui s'en fichent, qui font la même chose tout le temps. Et c'est Qu'est-ce que tu as vraiment des comme, profils de joueurs qu'est-ce que différents. tu comme anecdote à donner, par exemple, avec des joueurs ou des joueuses que tu as pu avoir, qui t'ont posé des questions ou que tu as pu conseiller ou accompagner? Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Je sais pas, sans citer de nom, c'est vrai que j'ai déjà des joueurs qui m'ont appelé en conseil, même après des tournois, en me disant voilà, Thibaut, qu'est-ce que tu penses de ça, souvent à propos de la blessure. Là, c'est vrai que j'ai changé de structure, je me blesse un peu plus souvent. Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu en dis? Et pourtant, j'ai l'impression que tous les à côté, je les fais, le sommeil, les étirements, tout ce qu'on entend. Et du coup, souvent, malheureusement, je leur dis, faudrait peut-être que tu te tournes vers ton entraîneur, mais sans jamais les critiquer, parce qu'au final, je ne sais pas ce qu'ils font au fond. Mais par contre, je leur dis, mais toi, tu dois être proactif, tu dois poser ces questions à ton entraîneur pour lui qui se doit de se poser les questions en disant, OK, ouais, c'est vrai que là, il se blesse. Faut savoir que pour moi, 90% des causes de blessure, et encore, je le mets un peu plus bas, c'est la charge d'entraînement, c'est la manière de s'entraîner. Parfois, même si on ne fait pas beaucoup, le joueur est dans une phase où il ne peut pas beaucoup s'entraîner, il faut savoir faire moins. Ouais. Le sport, le tennis, on a un sport où la quantité d'entraînement, elle est établie, le volume d'heures. Et du coup, c'est vrai que moi, mon credo, c'est de faire plus qualitatif. C'est-à-dire que ces heures-là, les joueurs, ils ont une capacité d'entraînement hors du commun, mais du coup, on peut faire moins, on peut varier les intensités, on peut faire des entraînements de tennis qui durent 30 minutes et un échauffement qui dure 1 heure. Si l'intensité de l'entraînement est très élevée, on peut travailler beaucoup les mobilités, ou ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, peut-être même plus que les étirements du coup. Et voilà, et ça permet de progresser sur le joueur lui-même. Chaque jour, il progresse sur sa mobilité, ça va transférer sur le terrain, et tout ça, c'est lié. Et donc, du coup, l'importance de travailler en équipe, le prépa physique, le club de tennis, ça doit communiquer, même le physio. Pour moi, ça doit interagir, ça doit être vraiment au cœur pour que ça discute avec le joueur, ils doivent interagir. Et c'est souvent ce qui ne fait pas, c'est que le physio bosse d'un côté, même parfois le prépa physique bosse d'un côté et l'entraîneur d'un côté. Et ça, pour moi, c'est vraiment des choses où… Là, il y a un gap, il y a une espèce d'écran noir, du coup, où la cause de la blessure est forcément là-dedans. Mais… Et du coup, pour ceux qui ne sont pas peut-être initiés à ces concepts de charge d'entraînement, parce que bon, nous, tous les deux, on le connaît dans la course à pied, moi dans le triathlon, mais c'est des choses… Et dans le tennis aussi. Et dans le tennis, il y en a évidemment comme tout, mais je pense que ce n'est pas assez entendu, initié ou dans ce sens presque méconnu. Et du coup, j'ai envie qu'on soit peut-être pas les premiers, mais en tout cas qu'on soit sur Mythe, en tout cas les premiers à en parler de cette charge d'entraînement. Donc, comment tu la définirais toi? Moi, je la définis comme c'est vraiment quelque chose, un curseur un peu global qu'on peut accorder aux joueurs. Et du coup, ça prend en charge, sans rentrer dans les termes très techniques, la globalité de l'athlète. C'est-à-dire que du coup, il y a les facteurs d'entraînement et de compétition qui vont augmenter du coup la charge forcément. Et il y a tous les aléas d'à côté qui vont optimiser cette charge ou non. Bien sûr, sommeil, qualité de vie, alimentation, ça c'est dont on parle. Mais quand même une petite partie.
Mais la grosse partie, c'est vraiment la manière de s'entraîner. C'est-à-dire que quand on parlait, je te parlais avant l'interview, du coup, de l'efficience au niveau technique, au niveau biomécanique, une technique qui sera un peu plus efficiente va répondre beaucoup mieux à un gros travail sur la charge. Un corps qui est plus mobile va répondre beaucoup mieux sur la charge, alors que quelqu'un qui bosse beaucoup en force, beaucoup sur les choses comme ça, va avoir des curseurs de charges qui vont augmenter beaucoup plus vite. Et du coup, là, je rentre déjà un petit peu dans le technique, mais c'est tout le côté pour optimiser la manière de travailler et du coup, cette charge de travail qui est vraiment la cause des blessures. Et on en a parlé, nous, en aparté, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler également. Le fait de faire des exercices peut-être en dehors du cours, parfois on le délaisser. En fait, on peut y gagner en temps de jeu ou en temps de travail sur le cours grâce à ce travail fait en amont, tu vois. Et ça me paraît hyper pertinent. Alors oui, on peut nous dire que pour jouer au tennis, il faut être sur le terrain de tennis. Oui, mais on peut être sur le terrain de tennis en mettant en application des choses qu'on a travaillées en amont pour qu'on soit encore plus performant sur le terrain de tennis. Voilà. Exactement. Et ça doit être une grosse partie du travail de l'ombre et une partie qui est, j'ai pas envie de dire chronophage parce qu'elle peut être la partie de mobilité, la partie, ce petit travail de renforcement, des travails de pied, des choses comme ça, c'est des choses qui sont nécessaires et du coup qui peuvent être faits aussi de manière très ludique, très fun. Et justement que le joueur prenne du plaisir à ça plutôt que d'être sur le terrain et taper 2 heures, 3 heures à une intensité moyenne où on bosse des choses, mais au final, peut-être qu'on bosse rien et que c'est des heures qu'on pourrait passer à potentialiser sur d'autres choses. Et que si on passe 2 fois, 3 fois maintenant sur le terrain de tennis et qu'on est très qualitatif, très intense, là, on va progresser sur beaucoup de choses. Je pense que tout le monde a senti en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Des séances, c'est qu'en tant que joueur, on n'est pas hyper impliqué, on fait le truc, mais bon, voilà, quoi, c'était histoire d'eux, tu te dis. Mais quand tu veux viser vraiment la performance, sans parler de haut niveau, mais la performance, tu vois, si tu as des élèves que tu veux faire monter seconde série, déjà, ça, pour moi, ça, c'est de la performance. Donc, du coup, tu es en train tu veux que le travail soit qualitatif et tu n'amènes pas les enfants à les mettre, en tout cas, dans mon sens, c'est ça, j'amène pas mes élèves à être sur le terrain histoire de les faire taper, quoi. Non. Tu vois, alors peut-être un lendemain de match, tu as eu des mauvais trucs, tu vas taper histoire comme on fait des footings de récupération, là pareil, tu vois. Mais quand on est sur du travail, il faut que ce soit quali, quoi. Donc, parce que tu attends ça d'eux. Par contre, le loisir, on ne va pas trop les embêter. Mais voilà. Et justement, sur la dernière interview avec Elsa, donc, ou l'autre kiné qui avait été interviewée, on en a parlé justement de ce côté renforcement, que c'était hyper important et que justement, c'est pas anodin que tous les pros passent en salle de muscu. C'est pas pour faire joli qu'ils passent en salle de muscu, tu vois. Et tu parles du côté ludique, Federer, on le sait, il n'aimait pas faire ça, tu vois. Mais Pierre Paganini a été tellement bon, déjà de par ses compétences, mais pour l'adapter et le rendre ludique, tu vois, pour que Roger, il adore ça, quoi. Et finalement, il adore. Après, il y a des erreurs qu'on fait aussi sur le tennis, comme c'est un sport, surtout pour les grands chelems, ce qui est le plus médiatisé maintenant, où c'est un sport long, entre guillemets. Et du coup, pour faire le parallèle avec la course à pied, dont je m'inspire beaucoup, c'est vrai que les coureurs d'ultra, pour prendre les plus longs, et ce qui est assez médiatisé de plus en plus en ce moment, c'est vrai que les coureurs d'ultra, ils ne s'entraînent pas en courant 20 heures. Et du coup, les tennisman à plus haut niveau, ceux qui s'entraînent, souvent je l'ai vu sur les challengers, d'autant plus à Quimper où il y avait 2 semaines de suite, donc c'est assez rare sur ces gros tournois, et on a pu voir les joueurs s'entraîner et tout, ils passaient 4 heures, 5 heures de la journée raquette en main. Et du coup, ça pour moi, c'est des erreurs parce que du coup, en passant 4 heures, 5 heures, tu t'entraînes dans une logique où tu dis je joue beaucoup parce que sur le terrain, j'y passe du temps. Mais tu peux faire mieux, comme en la course à pied, tu t'entraînes sur des fractionnés, sur des intensités pour progresser, voilà, et pour que ton corps il se renforce quelque part. Au tennis, tu peux faire pareil. Quitte, après, je vais faire plaisir à mes formateurs sur la course à pied et tout, mais j'ai déjà mis des choses en place en termes de prépa physique où du coup, j'étais sur le terrain de tennis avec l'entraîneur et du coup, je faisais des tennis renfo. Des choses, des choses qui sont ludiques parce que du coup, tu tapes ton nombre de balles et du coup, après, soit tu fais ton cardio, soit tu fais ton renfo, tu as la barre à côté et tu descends, tes squats profonds, pas très légers et tout. Et du coup, tu transfères vraiment ta force
à ce que tu fais sur le terrain. Et là, du coup, tu rentres dans un travail physique qui est ludique, intégré au terrain. Et du coup, tu as un transfert de la performance qui est très rapide. Et ça, c'est très fun. Et c'est jamais fait. Tout à l'heure, on parlait de donner du sens. Putain, là, tu es sur le terrain de tennis. Tu fais des exercices de prépa sur le terrain de tennis. De suite après, tu reprends la raquette dans la main. Là, on ne peut pas faire mieux que pour vous donner du sens, tu vois. Là, et après, derrière, peut-être que ça peut être des séances comme ça pour commencer, initier, habituer, et après dire, tu vois, ce qu'on a fait là, on peut se rajouter une séance de plus la semaine en dehors du terrain de tennis avec ça, et tu pourras faire le transposer sur le terrain la semaine d'après, tu vois. Et là, du coup, ça peut initier, ça peut avancer dans la tête des joueurs et des joueuses, parce qu'il ne faut pas imposer, évidemment, on le sait, si tu imposes quelque chose à un joueur ou une joueuse et que ça ne vient pas de lui ou il ou elle n'est pas en accord, ben, tu vas batailler et ça ne va pas nourrir des choses. Après, ça permet aussi de garder le lien avec le projet long terme du coach, surtout. Mais après, le joueur, moi, souvent, je ne rentre jamais en bataille avec les joueurs. Mais par contre, comme ma manière d'interagir, elle est très présente, le joueur, il a le droit de me poser des questions. Moi, je vais argumenter sur le pourquoi. Et du coup, ça ira jamais au clash, jamais au conflit. Ça va être toujours dans la verbalisation, dans les choses comme ça, y compris dans beaucoup de questions au début de l'entraînement pour savoir lui comment il sent, que je ressente un peu son énergie du moment, autre que les outils pour objectiver qui sont aussi très importants dans ma mise en place, comme on avait dit comme on a dit par rapport à Nolio, les applications pour suivre vraiment la charge, l'état de ce que le joueur est capable de te donner sur un jour J. Ça aussi, c'est important dans l'entraînement. Pour revenir sur la gestion de la charge, où tu m'avais lancé là-dessus, je pense qu'au tennis, on en parle peu. Parce que les compétences ne sont pas données au coach là-dessus. Et que du coup, tu veux qu'on avait parlé là-dessus sur les différents rôles à haut niveau de mes casquettes, physio, prépa physique, coach. Pour moi, la gestion de la charge, elle, à haut niveau, hein, j'entends, pas pour les joueurs de loisirs, mais elle est plutôt le tenant du prépa physique. Parce que du coup, cette gestion de charge où tu choisis quand l'athlète il doit être performant à tel moment ou à tel moment, c'est plutôt la programmation de l'entraînement qui fait ça. Et donc, du coup, le prépa physique, si on fait un cycle de force là, on sait que ce tournoi, ça va être entre guillemets 50% de tes possibilités. Mais par contre, si Roland, c'est dans 3 mois, on sait que ces blocs-là vont être pour qu'il y ait une semaine d'affûtage, 10 jours d'affûtage en fonction de comment ton athlète répond, pour qu'il soit le plus efficient cette semaine-là. Et là où les meilleurs sont forts, c'est qu'ils arrivent à faire cet affûtage pour être le plus fort, mais sur les quarts, les demi et les finales. Et moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Et encore une fois, le croisé entre le rôle du prépa physique et l'entraîneur. Ça doit bosser ensemble, ça doit discuter. Et le joueur aussi. Quand on parlait de Paganini avec Federer, je suis sûr qu'il était très central dans sa discussion de la programmation, quantité de charge et tout, avec les entraîneurs et avec Federer pour savoir quels étaient leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils devaient faire à quel moment pour potentialiser. Et ça, je pense que c'est pour ça que dans le tennis, la charge, elle n'est pas trop encore verbalisée, c'est pas rentré dans le quotidien des joueurs de haut niveau. Parce que les entraîneurs n'ont pas tellement cette sensibilité-là et les prépas physiques, parfois, sont trop loin du terrain. Et du coup, là, il y a encore un t'as dit Pierre Paganini faisait. J'espère qu'on ne parle pas au passé. J'ai dit ça. Pour moi, c'est ma sensibilité où je me dis sur sa manière de bosser, c'est presque obligatoire. Après, j'ai aucune certitude là-dessus. Je disais faisait, mais enfin, pour moi, c'est ça. Ce que tu dis aussi, je pense que ça a fonctionné comme ça. Mais faisait dans le sens, c'est le passé, et du coup, on ne verra plus Roger. Mais non, il faut qu'on pense positif parce que je veux revoir Roger. Je pense qu'il bosse et avec mes compétences kiné, j'ai toujours une grosse croyance dans le corps et dans la capacité à se régénérer. Et je dirais pas que c'est mort, mais comme certains joueurs qui ont déjà une carrière vers 23, 25, souvent dans le tennis, tu entends c'est mort, c'est passé. Et... Non, si tu bosses bien, mais pour toi, pas comme les autres, tu as toujours moyen de passer des steps et de progresser. Et c'est ce qu'on peut parler sur les jeunes. Voilà, c'est l'âge, il a peu d'intérêt. Il
faut juste bosser les choses au bon moment et tu ne peux pas bosser les mêmes choses avec tous les gamins de 15, tous les gamins de 16, parce qu'il y a des personnalités individuelles, des développements physiologiques. Ouais. Tu vois, cette notion qui sont différents et du coup, on doit faire différent. Ouais. Et tu vois, pour revenir à la question de charge et le terme pic de forme, je pense qu'en formation, on l'a tous entendu. Tu vois, on l'a tous entendu. Il faut qu'il soit dans son pic de forme pour tel tournoi. Mais en fait, derrière, on y met quoi? Tu vois, les profs, c'est ça. C'est ouais, je veux bien que vous me parliez du pic de forme, mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Est-ce que c'est un pic de forme quoi? Technique, tactique, physique, mental, tu vois? Et ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, tu vois. Et c'est compréhensible parce qu'on n'est pas assez. Tu vois? Pour moi, quand on parle de pic de forme, on parle exclusivement de physique. Je sais. Mais bon, parce que on pourrait avoir. On pourrait. Ouais. Le travail technique, le travail mental, tout ça, pour moi, c'est du long terme. Oui. Et parfois, je trouve que les entraîneurs se trompent parfois là-dessus, parce que du coup, on prépare le joueur pour le tournoi du week-end ou de la semaine, alors que la progression tactique, la progression biomécanique, de l'efficience technique, ça se travaille sur le long terme pour obtenir des gains beaucoup plus long terme. C'est pour ça que j'aime bien que le prépa physique ait ce rôle de performance long terme du physique, parce que la programmation, pour moi, c'est plutôt une programmation physique. Ouais. Moi, quand je dis, comme je viens de le dire là, c'était dans le sens, tu vois, moi, j'ai tendance à beaucoup sectionner mes objectifs et les décomposer. Ouais. Moi, c'était par exemple, son pic de forme sur ce tournoi, ça doit être capable de mettre en place ce schéma-là tactique. Voilà, point, tu vois. Et tu décomposes comme ça de façon à arriver jusqu'à ça. Bon, je voyais comme ça. Donc, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la partie physiologie du coaching? Pas physiologie, philosophie. Non. Après, c'est la philosophie du coaching. Ça doit être aussi la philosophie du joueur, hein, qu'on voit bien. On parlait avec Frédéric Fontang, qui a donné certainement cette philosophie à Félix. À Félix, à Yacine. Voilà, c'est cette philosophie de toujours vouloir progresser, de se remettre toujours en question, où le résultat, il est presque secondaire au final sur ce qu'il fait. Et ça, j'aime bien, ça me parle beaucoup. On en a parlé, ouais. Et cette histoire de processus. Sur le long terme, et lui, il voit, et en fait, il s'éclate presque caricaturalement dans la défaite comme dans la victoire, parce qu'il arrive à construire ses steps, il se dit là, j'aurais pu mieux faire, là, j'aurais pu… Et on les voit maintenant, et en plus, ça fait partie du tennis, c'est-à-dire que la défaite, elle ne doit pas du tout être sacralisée. Les mecs, ils perdent à des moments. Je suis sûr que Medvedev sera performant au prochain tournoi, alors que tout le monde peut se dire que la défaite là, avec les circonstances contre Nadal, ça a dû être violent. Parce qu'il avait le match en main et tout, mais je suis persuadé que l'impact mental, entre guillemets, il sera très faible, parce que lui, dans sa manière de bosser, ok, c'était une finale, mais… Je suis d'accord avec ça. Et Fred en avait parlé, c'est ce terme-là qu'il avait pris, que j'adore, c'est le processus. Voilà. Et faire confiance, il avait dit ça, faire confiance au processus. Mais exactement. Mais le circuit professionnel va pas dans ce sens-là. C'est souvent ce que je me bats avec les entraîneurs et parfois les joueurs, parce qu'ils ont envie d'y aller, c'est qu'il y a beaucoup de tournois. Et donc, du coup, souvent, la prog vient s'adapter au tournoi. Et donc, du coup, la prog, elle est erronée, elle est manquée, parce qu'elle s'adapte au tournoi, alors que c'est les tournois qui doivent être choisis pour rentrer parfaitement dans cette prog. L'exemple, les meilleurs, c'est les Federer, les Nadal, quand ils reviennent de nulle part. Avec parfois des gros pépins et tout, c'est juste qu'ils ont choisi sur des moments. Parfois, je suis d'accord, quand eux, ils ont tous les passe-droits, entre guillemets, de haut niveau pour choisir le tournoi par rapport à leur classement, c'est peut-être plus facile. Mais si on ne fait pas ça à un niveau plus bas, on ne passera pas les steps pour passer. Alors après, évidemment, je peux entendre que certaines personnes, certains joueurs, surtout sur la partie ou sur le circuit secondaire, tu vas peut-être privilégier tel ou tel tournoi qui est plus proche de chez toi, mais qui du coup ne tombe pas au bon moment, tu vois, dans ta prog. Et du coup, bon, ça s'entend. Mais ça, c'est du détail, la discussion, de poser le pour et le contre. C'est vrai que c'est très important. Très intéressant aussi. Et donc, du coup, on conclut cette partie 2.